Salut les jeunes, bienvenue sur Au gré du van. Jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours Dominique et il fait très beau en Haute-Savoie comme vous pouvez le constater, bien que nous soyons seulement tout début mars. Alors, petite parenthèse avant de commencer cette nouvelle vidéo, pourquoi est-ce que j'introduis les choses en disant « Salut les jeunes » ? Eh bien, ce n'est pas seulement le fruit du hasard, c'est simplement parce que j'ai eu la curiosité d'aller consulter les statistiques analytiques de notre petite chaîne et j'ai pu constater, contrairement à ce que nous pensions, que la proportion de jeunes, c'est-à-dire de personnes qui ont entre 25 et 35 ans, 35 et 45 ans, et la proportion de beaucoup plus vieux, de quinquagénaires et de sexagénaires comme nous, est équivalente dans le suivi de nos petites aventures. Alors c'est plutôt une bonne surprise pour nous, alors on n'est évidemment pas anti-vieux, hein, on est bien d'accord, ce serait quand même dommage vu notre âge, mais il est intéressant de s'apercevoir que effectivement nous touchons un public quand même assez diversifié, et cela nous encourage bien sûr à continuer nos petites histoires. Voilà, fermeture de la parenthèse. Cette vidéo, elle va être un peu technique. Je vais vous parler des pneus hiver sur les camping-cars. Ce n'est pas une religion absolue pour tout le monde. Beaucoup de propriétaires de camping-cars, même en Haute-Savoie, tout au moins à la montagne, ne choisissent pas d'équiper leur véhicule de pneus hiver. Et ça peut quelquefois se comprendre étant donné le prix d'achat de ces matériels. Je vais donc vous donner mon point de vue sur la question en tant que pratiquant, puisque j'ai choisi depuis assez longtemps d'équiper mon véhicule de ces fameux pneus hiver. Alors je parle bien de pneus hiver et non pas de pneus 4 saisons, c'est tout à fait différent. Et je vais vous montrer comment, sur le plan technique, on peut changer soi-même son train de roues, de pneus, de façon à économiser un petit peu d'argent, parce que comme vous le savez, évidemment, tout acte technique sur un véhicule, quel qu'il soit, même un changement de roue ou de pneus, a un coût. Et en l'occurrence, sur un véhicule lourd et assez volumineux comme un camping-car, quel que soit le type de camping-car, c'est forcément plus cher que sur une voiture. Bah voyons, évidemment, ce serait dommage quand même de ne pas profiter une fois de plus de l'opportunité de s'en mettre plein les fouilles. Tout d'abord, préalable à toute autre explication, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler, de vous apprendre ce qu'est la loi montagne. Je suppose que vous la connaissez. Comme vous le savez donc, il y a un certain nombre de restrictions aujourd'hui dans certains départements français qui vous obligent à vous équiper de matériel adéquat pour pouvoir rouler dans ces départements à partir d'une certaine période. Je vous mets ici tout le détail avec les départements et les dates pendant lesquelles il est indispensable d'être équipé. Vous n'êtes pas obligé, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à être équipé de pneus hiver à proprement parler ou de pneus 4 saisons, dès lors que vous avez dans votre coffre un équipement qui permet d'affronter les conditions climatiques que vous connaissez. Ces équipements peuvent être donc des chaussettes à neige ou des chaînes à neige qui font l'affaire, théoriquement en tout cas au regard de la loi, de la même façon que des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. Alors ça, c'est au regard de la loi. Ensuite, si on parle d'efficacité sur la route, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant, puisque là, pour le coup, si vous avez un petit problème, c'est vous qui allez galérer en direct et personne d'autre. Donc, il vaut mieux anticiper et prévoir. Il est clair que, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est démontré par de nombreux utilisateurs, et vous avez la preuve à l'appui de ce que je vais dire sur YouTube, si vous regardez des vidéos sur ce sujet. Les pneus hiver, c'est quand même, dans 80% des cas, le top du top, parce que c'est ce qui va vous permettre de rouler sereinement et de vous sortir de la plupart des mauvais pas, on va dire,
en cas de problème avec la météo. Pour que vous compreniez bien la différence entre un pneu hiver et un pneu été, rien de mieux qu'un petit visuel. Donc je vous ai mis côte à côte deux pneus. À gauche, vous avez le pneu hiver, en l'occurrence c'est un Michelin Alpin, c'est-à-dire en fait c'est le top du pneu hiver, il n'y a pas au-dessus en termes d'efficacité et il n'y a pas au-dessus non plus en termes de prix, bien évidemment. À côté donc de ce Michelin Alpin, je vous ai mis la montre d'origine du Volkswagen Grand California 600. Il s'agit d'un pneu Continental Vanco Camper, donc là c'est un pneu été. Alors si j'essaie de me rapprocher un petit peu, vous voyez bien que sur les deux pneus, le dessin est totalement différent. Là vous avez en gros une ligne droite et puis là vous avez des petits créneaux qui permettent justement de mieux accrocher sur une surface beaucoup plus molle. Évidemment, lorsque je parle de pneus hiver, je parle bien de rouler sur la neige et non pas de rouler sur le verglas. C'est tout à fait différent. Si vous roulez sur la neige, vous allez avoir beaucoup de grippe et beaucoup plus d'adhérence qu'avec des pneus été. Et donc vous allez vous en sortir beaucoup plus facilement sans nécessairement avoir besoin d'installer d'autres équipements comme les chaussettes à neige ou les chaînes. Par contre, si vous avez une route verglacée, les pneus hiver ne vous seront pas d'une grande utilité. Vous allez vous retrouver avec à peu près la même efficacité que des pneus été. De toute façon, sur le verglas, la seule chose qui pourrait éventuellement fonctionner, ce sont des pneus cloutés. Et je ne suis même pas sûr que ces types de matériel soient encore autorisés sur le territoire français. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est très difficile de trouver ce type de pneus chez les différentes manufactures de la matière en question. Et donc, on va laisser ça de côté parce que là, à part pour rouler en Scandinavie au pôle Nord, je pense que vous n'allez pas être très concerné. Alors si on passe tout de suite aux hostilités sans entrer dans les détails techniques qui, je suppose, ne vous intéressent pas plus que ça, tout comme moi, je peux vous dire que, ayant pratiqué les deux sur neige, puisque nous habitons en Haute-Savoie, mais ça vous le savez bien maintenant, donc il y a quand même quelquefois des petits épisodes neigeux tout à fait intéressants, il n'y a absolument pas photo. Et encore une fois, je n'ai absolument rien à vendre, je ne suis pas garagiste ni vendeur de pneumatiques. Ce que je vous dis, c'est tout à fait objectif, je l'ai vérifié dans les faits, en conduisant, au volant en plus de camping-car et non pas seulement d'automobile. Donc voilà pourquoi il vaut mieux avoir des pneus neige, ça peut aider. Mais si on n'a pas de pneus neige, par contre, là c'est à peu près sûr qu'on est dans la merde. Alors à la limite descendre, pourquoi pas. Descendre dans le fossé aussi ou dans le ravin, ça peut aussi être une idée. Par contre monter, là c'est même pas en rêve. De toute façon, la différence évidemment entre la voiture et le fourgon, c'est que c'est une différence évidemment de poids et de volume. Donc ce qui est vrai pour l'automobile est d'autant plus vrai pour un véhicule beaucoup plus lourd, vous en doutez bien. J'insiste sur le 80% d'efficacité. 80%, c'est pas 100%. Si vous avez 50 cm de neige et que vous avez des pneus hiver, si vous êtes dans une côte, il y a peut-être des chances quand même que vous restiez coincé. Mais dans la grande majorité des cas, et là on retombe dans les 80%, vous allez passer sans problème et sans avoir besoin de descendre de votre véhicule pour installer tout un tas de trucs pas très agréables, surtout lorsqu'on est de nuit, que la neige tombe et qu'on ne trouve pas de place sur le bas-côté de la route pour s'arrêter. J'en veux pour preuve lorsque les touristes débarquent à la montagne en période de vacances scolaires pour aller faire du ski le sourire aux lèvres et les mains dans les poches, parce qu'évidemment, ils n'ont absolument pas anticipé les choses et ils s'imaginent que, comme on leur a dit que maintenant, il y avait beaucoup moins de neige à la montagne, on n'a pas besoin d'équipements spéciaux pour aller monter en station. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qui se retrouvent sur le bord de la route, dans des files d'attente interminables, et avec la crise de nerfs à la clé, bien sûr, puisqu'après avoir fait 500 ou 600 bornes,
au volant de sa voiture, on a envie d'arriver et on est pressé de se retrouver dans le gîte ou dans l'appartement qu'on a loué. Ça emmerde tout le monde, à commencer par les locaux, à savoir nous, puisque on se retrouve comme tout le monde embarqué dans la file d'attente, alors que nous on est équipés et qu'on a envie de rentrer chez nous, ce qui est quand même un peu normal. Alors voilà, je ne suis pas très loi, vous me connaissez maintenant, mais pour une fois, j'abonde dans le sens des autorités avec la loi montagne, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même prendre un certain nombre de dispositions pour éviter ce genre de cataclysme local et pour faire en sorte que les gens soient protégés aussi, parce qu'il y a une question de danger. Quand on roule sur la neige, on peut se retrouver dans le décor assez vite si on n'est pas équipé comme il faut. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de prendre un certain nombre de dispositions, effectivement, si vous venez à la montagne. Je conçois fort bien que l'investissement que représente un train de pneus hiver n'est pas anodin. Si on parle gros sous, je pense que un train de pneus hiver pour un camping-car, vous n'allez pas trouver ça à moins de 100 € la bête, hein, ce qui représente 400 € pour les 4 roues. Si vous les faites installer sur les roues déjà existantes, bah évidemment, il faut en passer par un spécialiste, parce que c'est pas vous qui pouvez faire ça avec vos petits bras musclés, hein, enfin ça m'étonnerait, tout au moins. Donc ça représente aussi un coût. Ensuite, il faut redémonter les pneus pour repasser en pneus été lorsqu'on rentre ou lorsque l'hiver est terminé. Comme on disait tout à l'heure, et à tout le moins, quand vous avez un camping-car, vous avez un véhicule plus gros, plus lourd, avec des roues plus larges et plus hautes, généralement. Donc ça coûte forcément plus cher qu'un train de pneus pour une voiture. Moi, j'aurais tendance à raisonner de la façon suivante. Il est certain que si vous venez une seule fois au sport d'hiver, donc c'est un déplacement, ce sont des vacances exceptionnelles, c'est sûr que investir dans un train de pneus hiver ne se justifie pas forcément. Par contre, si c'est une activité que vous pratiquez tous les ans et que vous êtes sûr de revenir d'une année sur l'autre à la montagne, là c'est un investissement qui se justifie pleinement. Et pourquoi il se justifie pleinement ? D'abord parce que vous allez y gagner en confort et en sécurité lorsque vous allez être dans votre période de vacances où en plus vous avez envie d'être tranquille et vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des problèmes techniques sur le véhicule que vous êtes en train de conduire. Ça, c'est la première chose. Et puis, un détail qui a quand même son importance aussi, c'est que quand vous avez un train de pneus hiver, voire un train de roues hiver, vous économisez votre train de pneus été. C'est-à-dire que pendant que vos roues hiver sont montées sur votre camion, les roues été restent au garage et ne roulent pas, et du coup, vous économisez les pneus été. Ce qui veut dire, si on fait le ratio entre les deux, que si vous avez 2 trains de pneus, finalement, ça revient un peu au même que si vous changiez vos pneus été une fois tous les 2 ou 3 ans, parce que là, au lieu de les changer une fois tous les 2 ou 3 ans, vous allez les changer une fois tous les 4 ou 5 ans, ou voire même peut-être plus, suivant la façon dont vous utilisez votre véhicule, parce que alternativement, vous allez monter un autre train de roue dessus. Donc j'ai envie de dire, au niveau investissement, c'est à peu près pareil. Si on fait le coût des opérations à la fin, 2 trains de pneus été sur 5 ans, ça va vous revenir à peu près à la même chose qu'un train de pneus été et un train de pneus hiver. À la différence près que, quand même, là, vous pouvez varier les plaisirs et vous êtes quand même confort et sécurité lorsque vous changez de région ou de mode de déplacement. Petit argument en faveur du train de roue complet. Alors quand je parle de train de roue complet, j'entends la jante plus le pneu. Ça veut dire 4 pneus plus 4 jantes. Donc forcément, c'est plus cher que 4 pneus seuls. On est bien d'accord. Si vous avez uniquement des pneus hiver, vous êtes obligé d'en passer par un garage pour monter les pneus hiver à la place des pneus été. Et inversement, lorsque vous remettez les pneus été à la place des pneus hiver, vous repassez à la case garage. Alors, c'est pas très très cher, mais vous allez quand même bien en avoir pour une petite trentaine ou peut-être quarantaine ou peut-être cinquantaine d'euros. J'ai pas trop le chiffre exact en tête, mais on doit se situer à peu près à ce niveau-là. C'est quand même pas anodin. Alors que si vous avez un train de roue complet, vous pouvez faire cette manipulation vous-même. Alors évidemment, ça suppose un petit effort physique
parce que des roues de camping-car, c'est assez lourd et c'est pas le moment le plus agréable de votre journée, on est bien d'accord. Mais sur le long terme, on s'y retrouve quand même assez bien parce que vous disposez du matériel chez vous et vous pouvez le monter vous-même, ce qui vous permet d'économiser quand même un petit peu d'argent. Et autre argument également en faveur de ça, c'est que vous le faites quand vous avez envie et vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous dans un garage qui va peut-être vous donner un mois de délai pour pouvoir changer votre train de pneus. Là, vous le faites quand le jour où il fait beau et puis que vous êtes en forme. Et puis on n'en parle plus. Personnellement, et comme vous le constatez ici, j'ai investi dans cette solution, donc un train de roues complet hiver, et j'espère que vous pourrez à votre tour nous donner votre sentiment sur le sujet. Est-ce que vous êtes adepte des pneus hiver? Est-ce que vous en montez sur votre véhicule? Est-ce que vous avez constaté des différences avec et sans? Est-ce que vous avez choisi une autre solution, comme par exemple les chaussettes à neige ou les chaînes? Alors maintenant, si on passe à la partie technique, de quoi allez-vous avoir besoin pour faire le montage et le démontage de votre train de roue hiver sur votre camping-car? Alors vous allez voir que c'est assez simple. Pour ce qui me concerne, j'ai investi dans une petite clé de ce type-là, qui est assez intéressante dans la mesure où elle est télescopique. Donc on peut la rallonger si on ne veut pas avoir besoin de forcer comme un bourrin sur les écrous, enfin sur les vis qui tiennent les roues sur le véhicule. Plus on rallonge le manche et moins on a de force à faire sur le wagon. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Deuxième petit élément non indispensable, mais que je vous conseille vivement parce que ça va vous permettre d'une fois sur l'autre de ne pas galérer pour dévisser votre train de roue en question, c'est ça. Ça s'appelle une clé dynamométrique. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser la clé dynamométrique? Si vous utilisez seulement la petite clé que je vous ai montrée avant, vous allez faire un vissage aléatoire, c'est-à-dire que vous ne savez pas la force que vous avez mis dans le vissage. Si vous vissez trop fort, la fois d'après, quand vous allez vouloir redémonter vos roues, vous allez galérer parce qu'il va falloir que vous forciez comme un malade sur la vis pour qu'elle parte. Il faut savoir aussi qu'une fois qu'on a monté les roues sur le camion, et que vous avez roulé avec, il y a un certain nombre de vibrations qui s'opèrent. La roue se bloque encore un petit peu plus sur l'essieu. Et quand vous voulez la redémonter, c'est sûr que là, si vous en plus vous l'avez vissée comme un cheval, vous allez devoir la dévisser aussi comme un cheval. Et ça peut être quand même assez inconfortable. Inversement, si vous n'avez pas vissé assez fort, juste de façon aléatoire sans prendre de mesure avec ça, il peut arriver que la roue ne soit pas assez serrée et du coup ça va vous occasionner un certain nombre de désagréments, des vibrations peut-être, et puis dans le pire des cas, la roue qui s'évade, on ne sait jamais. Alors c'est rarissime, hein, je pense que ça n'arrive pas tous les jours ce genre de choses, mais malgré tout, voilà, il vaut mieux avoir avec cet outil l'assurance que vous avez serré les choses exactement comme il faut. Ça, vous êtes sécure et puis vous n'avez pas de questions à vous poser. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques de l'utilisation de la clé dynamométrique. Vous allez trouver tous les tutos possibles sur YouTube. Je vous dis juste une petite chose, c'est que pour utiliser ça, il faut connaître effectivement le couple de serrage correspondant à votre véhicule. Pour trouver la mesure en question, vous ouvrez le manuel d'utilisation correspondant. Ou alors, si ça n'est pas écrit dans votre manuel d'utilisation, vous avez de toute façon toutes les infos sur Internet, par véhicule, par marque, par type, etc. Vous avez le couple de serrage correspondant. Donc une fois que vous le connaissez, vous avez juste à le mettre bien en adéquation sur la clé en question. Et lorsque vous allez serrer vos écrous, vous êtes sûr que vous l'avez fait exactement dans les normes. Alors donc l'utilisation des deux clés, la première, celle-ci, aléatoire, vous vissez jusqu'à ce que vous arriviez un peu embuté. Et la deuxième, donc la clé dynamométrique, vous entendez le petit clic lorsque la clé va se bloquer une fois que vous allez avoir indiqué le couple de serrage dessus.
et vous êtes sûr que vous n'avez pas été trop loin ou pas assez loin dans votre vissage serrage. Dernier outil, cette fois indispensable et non des moindres, il s'agit évidemment du cric. Vous savez bien que si vous allez changer une roue sur un véhicule, il va falloir le lever pour pouvoir accéder à la roue en question et l'enlever. Alors sur un véhicule comme celui-ci, hein, on reste toujours dans le domaine du camping-car. Évidemment, vous n'allez pas utiliser un cric de voiture à manivelle. Ça va être un peu compliqué, voire impossible, parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à le lever. Alors pourquoi ce type de matériel est assez indispensable dans le cas d'un camping-car? C'est parce que d'abord, ça va vous permettre de mettre en correspondance le poids du véhicule avec la capacité de levage du cric. Et puis ensuite, ça sera un petit peu plus confortable à manipuler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par rapport à un cric à manivelle, il n'y a absolument pas photo. Alors bien sûr, petite précaution d'usage, ça a l'air con comme ça, mais je le dis quand même parce que ça a failli m'arriver une fois. On n'oublie pas, avant de lever le véhicule, de vérifier que le frein à main est bien serré. Et si on a une boîte de vitesse automatique, de bien mettre le levier de vitesse sur P, parking, hein, ce qui permet d'être sûr que le véhicule ne va pas bouger, parce que sinon il y a quand même grand danger. On s'installe aussi sur une plateforme à peu près droite, pas dans une pente, hein, bien évidemment, pas sur un seul meuble, pour être sûr que le cric va pas s'enfoncer dans la terre, parce que sinon ça peut aussi être un petit peu embêtant. En fait, il faut absolument pas, une fois que le véhicule est levé, qu'il puisse bouger de quelque manière que ce soit. Surtout, ne jamais se mettre sous le véhicule soi-même, pour vérifier par exemple que tout est en ordre. On le fait avant de lever le véhicule, mais une fois qu'il est levé, on ne se remet plus du tout dessous. Hein, qu'il s'agisse des jambes ou de la tête, là si jamais le cric pète ou s'il y a un problème quelconque, on n'est jamais trop prudent, donc on se protège évidemment. Pour ce qui concerne les mains, en plus c'est assez dégueulasse comme vous pouvez le voir, on utilise des gants parce que la poussière de frein c'est quand même pas super intéressant. Et puis ça protège aussi si on se coince le doigt quelque part, c'est mieux quand même avec des gants. Moi ce que je fais toujours, c'est je mets une petite cale sur les roues avant quand je lève l'arrière. C'est une sécurité en plus, sachant que normalement le frein à main bloque plutôt les roues arrière, ce qui fait que quand on lève l'arrière, on n'a plus qu'une roue bloquée sur les deux, celle qui touche par terre. Donc bien sûr, on retire l'enjoliveur, à moins que vous ayez des jantes alu. On va desserrer la roue alors que le véhicule n'est pas levé, parce que comme la roue touche par terre, la roue ne va pas tourner en même temps qu'on va dévisser. Donc on ne dévisse pas complètement, on dévisse sommairement. Donc voilà, une fois que la roue est à peu près dévissée, on approche le cric. Alors bien sûr le cric on va pas le mettre n'importe où sur le châssis du véhicule, parce que sinon en plus vu le poids il y aurait quand même un risque de traverser le plancher. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé, d'ailleurs il y a des vidéos là-dessus sur YouTube, si vous voulez par curiosité regarder ce que ça peut faire quand on met pas le cric au bon endroit, ça peut être intéressant. Alors sur tous les châssis de tous les véhicules, il y a des points précis, donc il faut se pencher dessous pour bien voir où on va mettre le rond qui est ici, qui va appuyer sous la voiture, pas le mettre là où il faut pas. On va lever tranquillement le véhicule. On écoute bien tous les bruits. S'il y a le moindre truc qui paraît suspect, on arrête tout. Alors ça reste quand même une opération assez physique, hein, on est bien d'accord, c'est pas à la portée du premier gringalet venu. Mais bon, ça se fait quand même, voilà. Je suis pas musclore et malgré tout, j'y arrive. Donc une fois que le véhicule est levé comme ça et sécurisé, encore une fois avec les petites cales que j'ai mis derrière, on continue les opérations de dévissage. Alors si on n'a pas levé le véhicule trop haut,
c'est pas trop lourd à porter. On présente l'autre roue. Voilà, on la rapproche le plus possible. Et puis on visse à la main pour juste faire en sorte que la roue soit positionnée. Donc on va resserrer comme ça sommairement avec la clé de base. Et puis ensuite on va prendre la clé dynamométrique qui est réglée donc sur un couple de 200 pour le Grand California. Voilà, on a entendu le petit clic. Donc ça veut dire que c'est vissé au bon couple de serrage. Voilà. Opération de vissage terminée. Et là, on est sûr qu'on n'a pas serré ni trop fort, ni pas assez fort. On va libérer le cric. On y va doucement pour pas que ça redescende d'un coup. Voilà, on y va tout doucement. Et puis, ça y est. Pour terminer l'opération, on va remettre l'enjoliveur en faisant attention de bien placer le bouchon de valve là au bon endroit, pas le pincer dans l'enjoliveur. Voilà. Alors pour terminer, petite astuce très intelligente que je te conseille, j'ai fait des petites plaques en bois avec un fil de fer autour pour identifier les roues. Parce que je me suis rendu compte que, évidemment, quand on range ses roues dans le garage, on ne sait plus laquelle était à l'avant droit et laquelle était à l'avant gauche. Et du coup, on les remet aléatoirement sur le véhicule, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure chose à faire. Donc pour éviter ça, j'ai fait ces petites plaques toutes simples, hein, c'est avec de la cagette de base et du marqueur indélébile. On met ça sur les roues, comme ça, on se rappelle exactement qui va où. Et on remet la bécane exactement dans la configuration d'origine. On pourrait croire que c'est fini, mais en fait ça ne l'est pas tout à fait. Je vous conseille quand même, une fois que vous avez changé votre train de roue, de vérifier la pression des pneus. Alors si vous avez un compresseur avec un embout spécifique pour gonfler les pneus, vous pouvez le faire à la maison, c'est quand même plus pratique. Si vous n'avez pas de compresseur, eh bien rendez-vous dans une station service ou dans une station de lavage où il y a généralement un matériel spécifique pour contrôler la pression des pneus. Parce que évidemment, quand on a entreposé 4 roues dans un garage à un moment donné, sans que le véhicule roule, il y a possiblement une déperdition d'air et la pression du pneu peut avoir quand même un peu varié. C'est pas toujours le cas, hein, ça dépend. Mais bon, une petite vérification s'impose pour être totalement sécure. Voilà, donc là si on regarde, on a quand même perdu 0,4 bar pendant que les pneus étaient dans le garage, ce qui n'est quand même pas anodin. Donc on va remettre ça à la bonne pression, c'est-à-dire 4 bar 4. Alors petite précision ultime et utile surtout pour les possesseurs de camping-car. On m'avait dit il y a quelques années, lorsque nous avions le Volkswagen T6, dont les pneus avant avaient été assez vite limés, que en fait les préconisations constructeurs au niveau de la pression des pneus étaient un peu à revoir à la hausse, parce que effectivement, compte tenu du poids de ces véhicules-là, il vaut mieux les surgonfler un petit peu de 0,2, 0,3 bar pour éviter justement que les pneus ne s'écrasent et que en virage on aplatisse complètement les bandes de roulement. Je vous livre l'information qu'on m'avait donnée et c'est vrai que depuis qu'on m'a dit ça, je prends l'habitude de surgonfler un petit peu les pneus par rapport aux prescriptions constructeurs. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre le double de pression, hein, on est bien d'accord, il faut être un petit peu raisonnable et un petit peu intelligent. J'ai effectivement constaté que quand on fait ça, les pneus s'usent quand même nettement moins vite. Voilà, c'était juste un partage d'expérience. Vous pourrez, si vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis, demander avis à votre garagiste ou au mécanicien qui s'occupe de la maintenance de votre fourgon. Vous verrez s'il vous dira la même chose ou pas. En tout cas, moi, la personne qui m'avait dit ça était plutôt de source sûre. Et effectivement, je l'ai vérifié, ça a l'air d'être plutôt probant. Alors, un petit scoop intéressant pour tous ceux d'entre vous qui seront allés au bout de la vidéo. Sachez que les 4 pneus hiver avec les roues du Grand California
sont à vendre puisque nous allons nous séparer de ce véhicule. Je ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer un petit peu les raisons de cette séparation un peu douloureuse. En tout cas, je dispose donc d'un train de roue complet à vendre qui ont été utilisés une saison en hiver, c'est-à-dire, vous voyez, l'hiver est même pas terminé puisqu'on est vraiment début mars. J'ai démonté ces roues pour pouvoir vendre donc le véhicule en question avec ses pneus d'origine été, et les roues ont parcouru 3 ou 4 000 km, je sais même pas exactement, mais vraiment très peu. Alors bien sûr, si vous avez un Grand California ou à minima un Volkswagen Crafter et que vous êtes intéressé par ce train de roues, eh bien vous m'envoyez un petit message en commentaire et on prendra contact ensemble pour voir comment on peut faire. Je vais vous quitter là-dessus, je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de tous ceux que vous aimez comme d'habitude et à bientôt sur Au Gré du Van. Salut!